Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de la SAS, domaine de la SAS, qui est effectivement un petit peu dur à trouver quand on vient pour la première fois. Voilà, dans la vallée de l'Aude, histoire et mystère de l'Aude. Nous sommes ravis d'accueillir Didier Coillac sur le code architectural dévoilé. Avec 25 ans de recherche et une vision tout à fait inédite et autodidacte. Certains doivent connaître déjà sa chaîne sur YouTube. Et voilà, donc c'est un thème qui nous tenait à cœur. Et merci vraiment Didier d'avoir accepté l'invitation. Je te donne ton micro. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Là, si je parle à cette distance du micro, c'est bon? Collé carrément comme ça? Ah d'accord, oui, il y a une différence. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être venus assister à ce dont je vais vous parler. Il y a même un chien dans l'assistance, donc ça va être super, je plaisante. Oui, voilà, donc il est intéressant de regarder l'architecture autrement que la façon dont on a l'habitude de la concevoir. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont cachées dans l'architecture de l'Ancien Régime qui en fait n'ont jamais vraiment été dévoilées. Et donc voilà, ça fait longtemps effectivement que je m'attelle à travailler sur ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire qui en fait me semblent passionnantes et sont d'ailleurs tout à fait précises quoi, et étayées. Et ça va en fait assez loin dans les déductions. Voilà. Attendez, je vais mettre mes lunettes, comme ça j'y verrai plus clair. Voilà. Donc en fait là je vais vous montrer un peu un récapitulatif de mon travail, quoi. On n'entrera pas à fond dans un sujet, mais on survolera un ensemble. C'est intéressant, j'espère que ça vous passionnera autant que ça me passionne. Voilà, donc clic. Donc vous voyez la décoration des châteaux, des cathédrales présente en fait des trucs auxquels on ne fait pas attention habituellement, mais qui pourtant ont une signification, quoi, sous une apparence tout à fait anodine et banale, sous une apparence passe-partout, quoi. Et par exemple ici, vous avez ce qu'on appelle des consoles, hein, on en trouve à foison partout. Voilà, c'est en fait un support, un soutien. Et en fait, la pierre est décorée et on trouve très souvent cette espèce de rouleau un petit peu comme un parchemin, quoi, qui est enroulé d'un côté et à l'autre extrémité enroulé de l'autre côté. Voilà, donc c'est comme si on nous montrait finalement un texte, mais on ne nous dit pas ce qu'il y a sur le texte. On ne nous dit pas le contenu, le savoir, ce qui est écrit sur la feuille qui nous est montré. Et il y a justement des feuilles végétales qui sont devant les parchemins ou les manuscrits, ou ce qu'on peut appeler aussi des feuilles de papier. Ce qui fait qu'on ne... voilà, c'est caché. Et donc, dans cette histoire, tout est une question de jeu de mots, de langue des oiseaux, quoi. Et donc, c'est le vocabulaire qui donne les clés de compréhension. Et là, il y a le jeu de mots sur le mot « feuille », puisque vous avez la feuille de papier, quoi, le support du texte, et vous avez la feuille végétale qui est plaquée sur la feuille de papier. Donc en fait, la royauté
nous dit discrètement, eh bien oui, nous avons un certain savoir, une connaissance qui est cachée, quoi, que nous possédons, mais qui n'est pas révélée. C'est en fait à vous de décrypter, quoi, d'arriver à comprendre le message, quoi. Et donc des consoles, il y en a partout, quoi, dans tous les monuments. Vous en avez, il y en a des centaines, des milliers partout. C'est hallucinant, hein. Et elles se ressemblent toutes avec des variantes, mais vous retrouvez à chaque fois la feuille de papier, quoi. Et on peut voir ici sur des consoles que souvent le rouleau en question, eh bien, il limite la forme de deux vases accolés. Vous voyez, on le voit ici à gauche en haut et à Chambord à droite. Le rouleau prend la forme de deux pots qui sont plaqués l'un contre l'autre. Voilà, quoi. Et c'est comme, enfin, littéralement, on peut dire que la feuille est dans le vase, quoi. Et donc elle est aussi très, très certainement au sens figuré, quoi, à savoir qu'il existe quelque part un dépôt, des vases qui contiennent des documents, des documents cachés, donc un savoir caché. Et pourquoi pas des objets. Alors, ce qu'on retrouve partout aussi, c'est les balustrades comme ça, avec des vases qui sont en fait les balustres. C'est un modèle qui est partout, quoi, aussi là à Versailles, mais on pourrait en trouver à Chenonceau, etc., dispersés partout dans les monuments. Et donc, on nous montre constamment comme ça des vases, mais ils sont sans arrêt bouchés, quoi. Vous pouvez voir qu'il y a un petit carré au sommet du vase qui l'obture. Voilà, pour bien montrer que ces vases, qui symbolisent une connaissance cachée, eh bien, ces vases sont fermés, ils ne sont pas ouverts, la connaissance n'est pas accessible. Voilà. Et donc chaque vase aussi a l'air d'être comme deux vases, c'est comme s'il y avait deux vases emboîtés l'un dans l'autre. Donc si on a deux pots, on a un dépôt, avec un jeu de mots, quoi. Dans d'autres termes, on peut dire que toute la décoration des monuments importants est codifiée, quoi. Ça a été fait non seulement pour décorer, mais aussi pour qu'il y ait pour qu'un certain message passe, quoi. Voilà, les gens qui ont bâti les grands monuments de France avaient un certain savoir à communiquer à la postérité, au futur. Donc ils se sont servis de la décoration des monuments, mais aussi des plans, des répartitions des monuments sur la carte également, hein. Voilà pour déposer ce message qui est codé avec des techniques de chiffrage rationnel. Ici, par exemple, vous avez ce type de chapiteau. Un chapiteau, c'est le sommet d'une colonne. Et ici, c'est ce qu'on appelle c'est le mode ionique. Et vous retrouvez l'espèce de feuille de papier roulée qui est déroulée sur le sommet de la colonne. Alors ça existait déjà chez les Grecs. Ça a simplement été repris par... C'était repris par l'architecture européenne, quoi, Renaissance, classique, après. Donc on est bien aux prises si on en accepte l'augure, si on accepte de s'ouvrir à cette perspective, quoi. On a quelque chose qui se transmet depuis longtemps, un secret d'une importance extrême dans l'histoire de la ou des civilisations et qui se transmet éventuellement à travers plusieurs civilisations, si on ose le penser. Voilà, vous avez par exemple au Grand Trianon, hein, dans les jardins de Versailles, eh bien, vous avez cette table, quoi. Et ce qui est intéressant dans notre perspective, c'est de voir le vase qui se trouve en dessous. Vous voyez, donc c'est pas la seule table de ce modèle-là, quoi.
Et la table comporte le pot, le vase qui est en dessous. Et on sait pas ce que le vase contient, quoi. Quand on a vu plusieurs fois ce type de table, on se dit que c'est quand même étrange. Bon, c'est esthétique. On peut reconnaître que, bien sûr, mettre un vase sous une table, pourquoi pas? Il y a un effet esthétique, artistique. Mais c'est aussi comme si on cachait quelque chose en dessous, quoi. Il y a quelque chose qui est caché en dessous. Bon, les pieds de table en haut, vous retrouvez les rouleaux, vous voyez les rouleaux qui se déroulent. Voilà. Et ce qui est dans le vase, donc, c'est toujours associé à quelque chose d'écrit, qui est suggéré, mais qui n'est pas totalement montré. Alors, par exemple, dans la galerie d'Apollon du Louvre, quoi, vous avez cette table. Et donc, en dessous, cette fois, il n'y a pas un vase, quoi, mais il y a un coffret. Vous avez une espèce de boîte de coffret qui est voilà, caché sous la table. Il est soutenu, ce coffret, par des rouleaux encore, par des rouleaux de papier. Et les feuilles végétales, le masque aussi, masque le contenu de ce qui est écrit. Vous voyez, c'est la même chose qui est stylisée que sur les consoles. Alors ici, voilà, c'est dans la galerie des glaces, on a ce portrait de Louis XIV, le roi Soleil. C'est censé montrer le commerce maritime à l'époque de Louis XIV. Et donc, comme dans toute la galerie des glaces, comme dans toutes les décorations peintes de Versailles, quoi, où les personnages sont sans arrêt en costume antique. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en costume d'époque 17e siècle? Eh bien non, ils sont toujours en costume antique. Bon, la passion de l'antique, de l'Empire romain, bien sûr, de l'architecture antique, on peut comprendre que les hommes de Louis XIV étaient passionnés par tout ça. Mais à un moment donné, on comprend que c'est aussi une allégorie, quoi. Que si on nous montre des gens en costume antique, c'est parce que les bâtisseurs voulaient nous passer un message qui concerne l'Antiquité, ou même, pourquoi pas, qui se transmet depuis l'Antiquité. Et ici, donc, Louis XIV qui tient le trident, hein, c'est le symbole de Neptune, peut tout à fait passer pour un roi atlante, puisque le dieu Neptune était le dieu tutélaire de l'Atlantide. Vous avez l'Atlantide de Platon, un monde mythique pour certains, mais Platon disait c'est réel. Je ne raconte pas un mythe, ce que je dis est réel. Donc l'Atlantide, une île fabuleuse qui aurait été, d'après Platon, au milieu de l'océan Atlantique, une très grande île qui avait développé une civilisation florissante, etc. Mais petit à petit, les gens se sont dégradés, corrompus, pervertis. Et à ce moment-là, il est arrivé une catastrophe qui a englouti l'île et tous ses habitants, quoi. Et donc, il est fort possible, en résumé, que Louis XIV, les rois de France, des gens possédaient, quoi, avaient un accès à une initiation, à quelque chose qui concernait une époque antédiluvienne. Voilà, quoi. Et, en fait, quelque chose aurait survécu d'une civilisation qui aurait existé, mais des millénaires, enfin 12 000 ans avant nous, quoi.
Voilà. Donc on pourrait développer, parce que ce portrait de Louis XIV contient des ingrédients intéressants, mais si je veux passer toutes les diapos, je ne vais pas m'éterniser trop sur... Ici, c'est toujours dans la galerie des glaces. C'était essentiellement pour montrer les personnages qui sont peints de chaque côté du médaillon. Et donc, c'est ce qu'on appelle justement des Atlantes, hein, des personnages musclés qui portent quelque chose, qui remplace une colonne. Eh bien, on les appelle des Atlantes. Donc, c'est parfait pour créer un jeu de mots avec les habitants de l'Atlantide, les Atlantes qui auraient vécu sur la Terre il y a plus de 10 000 ans, quoi. Et en fait, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a bien un codage, un clin d'œil qui est fait entre les dessins ou les sculptures des Atlantes et les habitants de l'Atlantide, tels que Platon et de multiples auteurs antiques en ont parlé. Donc on peut remarquer ici que si vous regardez les personnages latéraux, il y a des sortes de guirlandes de feuillage qui descendent jusqu'au niveau de leur tête. Donc bien sûr, c'est un symbole décoratif, un symbole de fête. Mais il est intéressant de voir aussi que le double message, parce que le mot chapelet, qui désignait une guirlande de feuillage, eh bien, fait le clin d'œil homonymique au verbe chapeler, qui voulait dire frapper durement et tailler en pièces. Hein. Ce sont les définitions des dictionnaires de l'ancien français. Voilà, donc c'est une façon de dire deux choses en même temps, quoi. Et vous voyez aussi que ces Atlantes, ils manipulent des draps. Bon, pourquoi est-ce que des personnages décoratifs s'amuseraient à porter comme ça des tissus? Bon, ça n'a aucun sens. Le truc à comprendre, c'est que le mot drap en ancien français signifiait linceul. Donc quand on sait ça, on comprend le clin d'œil entre les Atlantes de Platon, de l'Atlantide, qui, il y a 12 000 ans, se sont pris le déluge, une catastrophe voilà, qui a anéanti leur civilisation, quoi. Donc évidemment, ils sont enrobés dans un linceul. Bon, je vous passe au milieu le roi Louis XIV qui reçoit le caducée d'Hermès, c'est-à-dire qu'il reçoit son initiation en quelque sorte, puisque Hermès est le dieu de l'hermétisme, le dieu qui a apporté sur la terre toutes les sciences et les arts. Voilà. Et Louis XIV, à son tour, va personnifier cet aspect royal et son château de Versailles va effectivement comporter un codage, quoi, en relation avec les dieux. Vous voyez, celui-ci aussi, cette statue est aussi un Atlante. Bon, alors, latéralement, vous retrouvez les deux rouleaux, les deux manuscrits, on va dire, qui sont pas loin de lui, qui l'encadrent. Et voilà, donc on peut penser, bon, quand on en a vu plusieurs du même type, hein, parce que là, on survole, il ne faut pas que je m'attarde trop sur chaque diapo. Et on pourrait penser que le secret en question concernant la royauté et tout ça, qui est transmis à la postérité, eh bien, concerne l'Atlantide, c'est-à-dire une civilisation élaborée qui aurait existé sur la Terre pendant longtemps et disparu il y a longtemps, et qui aurait atteint un très haut niveau de civilisation, une humanité précédente, quoi. Et donc quelque chose serait passé. Voilà, et dont les rois de France étaient les dépositaires, et ils y avaient un accès, qu'on pense à un savoir, pourquoi pas des artefacts ou quelque chose comme ça.
Vous remarquerez qu'on retrouve le chapelet, la guirlande de feuillage. Et donc, c'est en fait du chêne, de l'arbre chêne. Ça veut dire que le personnage est enchaîné. Il est enchaîné à son destin. Quelque chose du même genre dans la cathédrale d'Albi. Et vous retrouvez un Atlante qui soutient la chaire là où le prêtre fait ses sermons. On peut voir que le personnage a un air malheureux, incontestable. Effectivement, s'il est face à la submersion de son île, dans une catastrophe terrifiante, effectivement, il a de quoi être triste. Il est un Atlante, il porte encore sur sa tête, sur le bras, le drap qui symbolise le linceul. Et donc le bas de son corps, il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes, c'est simplement un truc roulé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un terme. Et donc, on retrouve une fois de plus l'idée que ce qui est caché au niveau écrit, le savoir transmis, a quelque chose en rapport avec les Atlantes. Ces personnages qui auraient existé il y a longtemps et qui avaient atteint un très haut niveau de civilisation. C'est une hypothèse.